de l'INS, s'il vous plaît, agrégé. Bon, d'accord, je vais le passer. Très bien. Tu es maître de conférence en littérature générale et comparée, membre du CERC à l'université Sorbonne Nouvelle. Tu es spécialiste des relations littéraires entre l'Occident et l'Extrême-Orient, la Chine et le Japon en particulier. De questions de traduction, de réception, de représentation. Tu as publié Le voyage en Chine, anthologie des voyageurs occidentaux en Chine, au Moyen-Âge, du Moyen-Âge à la chute de l'Empire chinois. C'est une des nombreuses anthologies publiées dans la collection, la fameuse collection bouquins de Lafon. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, France-Chine, quand deux mondes se rencontrent. Tu as co-dirigé aussi de très nombreux ouvrages, et puis, bon, puisque tu veux que je fasse vite, je passe, voilà, bien fait pour toi. Et donc, tu es irremplaçable, et je me réjouis de t'entendre. Merci Sarga. Bon, Claudine nous a un peu donné le vertige avec beaucoup de questions épistémologiques posées par son texte. Je crains que le mien en pose aussi beaucoup, d'ailleurs pour certaines semblables, et puis pour d'autres différentes, étant donné aussi la différence de contexte, de langue. Voilà. Je ne vais pas pouvoir poser toutes ces questions. J'ai choisi de me centrer. J'ai beaucoup hésité sur la deuxième partie de mon titre. Donc, dans le programme ne restait que les récits de voyage en Occident de Tian Ye, The Silent Traveler. Et puis, à chaque fois, il y avait 2 points et un sous-titre. Et il a changé plusieurs fois. Donc, la dernière version, c'est La fin de l'exotisme, point d'interrogation. Mais ça pourrait être encore autre chose, on verra. Alors, pour illustrer l'affiche et le programme de ce colloque, les organisateurs, vous savez, vous avez tous ce programme sous les yeux, ont choisi des peintures extraites d'un ouvrage d'un peintre chinois exilé en France, qui s'appelle He Yifu. Et cet ouvrage est intitulé Voyage d'un peintre chinois dans les Alpes. Et si ces illustrations ont été choisies, c'est parce qu'elles représentent, comme vous le voyez, donc des paysages qui nous sont familiers, à nous Français, si du moins on connaît les légendes qu'on consulte l'ouvrage et qu'on connaît les légendes de ces peintures, mais des paysages qu'on a peine à reconnaître tant ils sont métamorphosés par la technique et le regard chinois du peintre. Alors quoi de plus représentatif, a priori, des décentrements proposés par les voyageurs venus d'ailleurs, sur lesquels nous nous interrogeons ici, que l'œuvre d'un artiste venu d'un pays qui a longtemps été un ailleurs, rêvé et nourri par une abondante littérature de voyage. Alors, comme j'ai beaucoup étudié, comme Sarka vient de le rappeler, en faisant en particulier cette anthologie, Le voyage en Chine, j'ai longtemps beaucoup étudié cette littérature éminemment exotique, j'ai moi-même pensé que cette problématique a imposé d'examiner les voyages à l'envers des Chinois en Occident, afin de voir s'ils nous proposaient un exotisme inversé. Mais étant donné que le corpus qui a commencé de se constituer dans la seconde moitié du 19e, parce que les voyageurs chinois ne voyagent pas en Occident, son modo avant cette époque, est important maintenant et encore en grande partie inaccessible en langue européenne, malgré ce que nous a appris hier pour ce qui est de la langue anglaise, du moins, Michael Hausmeyer, voilà. J'ai pensé qu'il serait intéressant de voir comment la question se posait dans une œuvre qui pouvait être le lieu d'un dialogue entre Chine et Occident, dans la mesure où elle est écrite en anglais par un écrivain voyageur, de surcroît peintre, poète et calligraphe, qui a eu, qui plus est, une audience importante dans le monde anglophone, même s'il est totalement inconnu. Je l'ai vu en parlant autour de moi, puis en recherchant bien sûr d'éventuelles traces d'études ou de publications. Il n'a pas été traduit, il n'est jamais commenté, signalé en français. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans le monde germanophone, ça, mais en tout cas dans le monde anglophone, il a eu et a encore une audience importante. Tous ces textes sont réédités. Alors, je dis quelques mots de ce voyageur que voici, qui s'appelle Tian Yi. Aujourd'hui, on écrit en pinyin Tian Yi. Transcription qu'il a adoptée et celle que j'ai mise ici. Donc, je lis rapidement un peu sa biographie, même s'il y a beaucoup de choses intéressantes dans sa vie qui mériteraient d'être signalées. Il est né donc à Kiotang, dans la province du Jiangxi, en 1903, dans une famille très aisée, où il reçoit une éducation traditionnelle. Il fait des études comme le font beaucoup de jeunes Chinois de cette époque d'ouverture et de modernisation de la Chine, des études de chimie, à l'université
de Nankin, et il va occuper ensuite divers postes dans l'administration chinoise, hein, sous le gouvernement de Chiang Kai-shek à cette époque. Mais il décide, déçu par ce gouvernement, en 1933, de se rendre en Grande-Bretagne pour étudier les sciences politiques. Donc il est tout à fait typique de ces Chinois qui sont nombreux à venir dans les années 20 et 30 en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne, etc. Pour subvenir à ses besoins, comme il a très vite appris l'anglais, il ne connaissait pas l'anglais lorsqu'il arrive, hein, il se consacre plutôt à la diffusion de la culture chinoise en enseignant le chinois, lui aussi, en enseignant sa langue, à la School of Oriental Studies hein, de Londres, et en publiant différents ouvrages qui traitent de l'art et de la culture chinoise, notamment un sur la peinture et un sur la calligraphie. Un voyage dans la région des lacs l'amène à publier en 1937 donc un premier récit de voyage que voici, c'est sa première édition, qui est le titre The Silent Traveler, A Chinese Artist in Lakeland. Le succès de ce premier ouvrage lui fera écrire toute une série ensuite de récits de voyage. Il y en aura 12 au total, enfin, il en écrira 13, dont un en Australie, mais qui ne sera jamais publié. Donc 12 qui nous font voyager dans différents lieux ou villes de Grande-Bretagne, d'Irlande, des États-Unis, et il y en a un aussi qui porte sur la France, un autre sur le Japon, et finalement le dernier sur la Chine, qui s'appelle China Revisited, dont je ne vais pas du tout m'occuper ici, mais qui serait passionnant parce que c'est le voyage du retour hein, dans un pays quitté 40 ans ou plus de 40 ans plus tôt. Alors, tous ces récits de voyage portent, comme dans leur titre, cette appellation The Silent Traveler in Paris, in Dublin, in London, in Edinburgh, etc. Alors, cette appellation The Silent Traveler vient de son nom qu'il s'était donné en chinois, Ya Xingjiu, quand il avait quitté l'administration chinoise. Hein. Ya veut dire muet, Xingjiu c'est le promeneur, le voyageur, et c'est une appellation qui a des connotations, on va dire, un peu bouddhistes. Hein. C'est un peu l'errant et celui qui ne parle pas, hein, comme voilà, il se retient de parler. Mais on reviendra sur cette question après. Donc la guerre d'invasion japonaise, à partir de 1937, puis la Seconde Guerre mondiale et la prise du pouvoir par les communistes en Chine, vont l'empêcher de retourner dans son pays. Et en 1955, il quittera la Grande-Bretagne pour s'installer aux États-Unis, où on lui proposera un poste à la Columbia University et où il recevra la nationalité américaine. Alors, j'en reviens à ces récits de voyage. Donc, bien qu'écrits directement en anglais, ces récits de voyage se présentent d'emblée sous une allure très chinoise, c'est ce qu'on va voir, si bien qu'on peut les considérer comme exotiques pour le public occidental auquel ils sont destinés. Cependant, nous nous demanderons si dans la représentation qu'ils font des régions visitées et des peuples rencontrés, on a bien affaire à un regard décentré, venu d'ailleurs, qui, a priori, inverserait l'exotisme occidental, ou s'ils ne cherchent pas plutôt à se détacher de l'un comme de l'autre pour nous proposer une autre manière de voyager et d'écrire le voyage en dehors des dichotomies Chine-Occident, ici, ailleurs, nous les autres, etc. Alors, c'est ce qu'on va voir d'abord, mais là, j'avais prévu un développement assez long, donc je vais aller beaucoup plus vite pour arriver à d'autres questions. Donc, en quoi ces récits de voyage sont des récits de voyage venus d'ailleurs pour le public occidental, d'abord dans leur forme. Alors, vous voyez, j'en donne ici un exemple avec The Silent Traveler in Paris. L'auteur est... alors, pardon, non, je reviens sur la première édition, le premier récit. Dans le premier récit, l'auteur n'a pas de nom. Hein. La question de l'identité est une des questions très importantes que posent ces récits de voyage. J'y reviendrai aussi, puisqu'il est simplement... l'auteur est simplement présenté par cette appellation The Silent Traveler, et ensuite lui est donné une identité en fonction de sa nationalité, en fait son lieu d'origine, A Chinese Artist in Lakeland. Alors dans les rééditions de cet ouvrage ensuite, et dans les éditions des autres ouvrages de la série, on retrouve cette appellation The Silent Traveler in Paris, etc. Mais donc avec cette fois un nom d'auteur, Bai Tianyi, pardon. Sur les couvertures cartonnées, là c'est la jaquette hein, que vous voyez tout à l'heure, on a uniquement donc, le titre, qu'on peut supposer être la traduction du titre anglais, non en fait c'est pas le cas, et le nom en chinois de l'auteur, Tianyi. Ensuite, autre remarque sur l'aspect visuel de ces livres. Alors là, c'est
oui, la jaquette de Silent Traveler in London, c'est qu'on a des peintures donc, sur la jaquette et à l'intérieur de l'ouvrage, assez nombreuses, en moyenne une quinzaine ou une vingtaine par ouvrage, pour ce qui est des peintures soit monochromes, soit en couleur, comme ici celle pour Londres. Alors je ne sais pas si je reprendrai cette image, mais je vous demande de regarder tout de suite. Vous voyez, c'est un livre sur Londres, mais qu'est-ce qu'on nous montre en couverture? Un petit étang ou un lac avec des canards. Hein. Donc on n'est pas du tout dans la représentation de Londres, a priori c'est déjà assez surprenant. Donc on a énormément d'illustrations, donc j'en montre quelques-unes. Ici, vous voyez, une des peintures qui appartient à The Silent Traveler in Lakeland, ou bien des dessins au trait, comme ici, qui sont insérés à l'intérieur du texte. Et puis ensuite, autre particularité, ce sont des poèmes qui sont aussi insérés et visibles immédiatement dans le texte, alors soit parce qu'il s'agit de poèmes en anglais, enfin poèmes anglais ou en traduction anglaise, mais avec des vers et des italiques comme dans la représentation habituelle qu'on fait de la poésie, ou bien des poèmes chinois calligraphiés de sa main, avec d'ailleurs tous les styles de calligraphie, les 4 principaux styles qui sont représentés. Et puis enfin, donc voilà encore des pages de quel ouvrage, mais où on voit en tout cas clairement les poèmes dans les 2 langues, et les 2 graphies aussi, 2 écritures. Encore un autre exemple, où on voit là une peinture, un poème calligraphié, peinture polychrome, là, qui représente le pont Alexandre III, dans Paris. Et dernier trait visuel notable, mais ça se trouve seulement dans la première édition du premier récit de voyage. Les chapitres commencent comme une vitrine, avant la vitrine, par un sceau, où on reconnaît, quand on sait bien le chinois, les 3 caractères de Yassingje, le voyageur silencieux. Donc, ces ouvrages se signalent d'emblée comme marqués par la Chine et une Chine qui fonctionne pour le lecteur occidental comme un monde véritablement autre, inconnu, mystérieux, déconcertant, puisque en particulier, toutes ces caractères chinois, ces sceaux, etc., ne peuvent pas être lus par le lecteur. Alors, j'avais prévu d'analyser justement quelques exemples d'incohérence, enfin pas incohérence, mais non convergence entre ce qui est en anglais et ce qui est en chinois, mais je vais passer parce que c'est peut-être un peu trop technique déjà, et puis il faut avancer. Alors, cette forme originale, donc, a motivé d'abord le refus des éditeurs, à qui Tianyi a présenté son premier récit, mais après qu'il a réussi enfin à le faire accepter par un éditeur qui publiera après ses autres récits, comme Tree Life, elle va assurer son succès. C'est parce qu'ils sont écrits par un Chinois et présentés d'une manière chinoise que ce récit de voyage vont plaire au public occidental et beaucoup plaire. On les offrira, il y aura toujours des explosions de vente avant Noël, par exemple. Ce sont des beaux livres, autrement dit, qu'on a envie d'offrir. Alors, cet habillage chinois, étrange, mystérieux, incompréhensible, et même souvent au rebours des manières occidentales, puisque, par exemple, l'écriture chinoise est verticale, notre écriture est horizontale, etc. Pardon, j'ai perdu le fil. Crée aussi l'attente d'un discours autre. Comme Tianyi le reconnaît lui-même dans son introduction à The Silent Traveler in London, c'était le commentaire, voilà. Donc je vous laisse lire la citation. As I am Oriental, je laisse la parenthèse, I'm bound to look at many things from a different angle. Je suis condamné en tant qu'oriental à voir les choses sous un aspect différent. Le lecteur donc s'attend lui aussi à se voir en tant qu'occidental, représenté en tant qu'occidental, ainsi que son monde familier, sous un jour différent, curieux. Bref, il s'attend à trouver dans ces récits ce qu'on a pu appeler, de manière générale, un exotisme inversé par rapport à l'exotisme européen. Alors,
cet exotisme inversé, c'est ce que l'on trouve effectivement. J'aurais voulu faire une comparaison avec d'autres récits de voyage de Chinois en Europe, dont ceux dont il a été un peu question hier déjà. Par exemple, les premiers diplomates qui viennent en Europe à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Ils vont faire l'objet, au moins en France, mais il y a d'autres éditions, d'une édition, une sorte d'anthologie par André Lévy sous le titre, et vous voyez bien le miroir inversé, La nouvelle lettre édifiante et curieuse d'Extrême Occident par des voyageurs lettrés chinois à la belle époque, envoyant donc bien sûr aux lettres édifiantes et curieuses des jésuites en Chine. Or, dans un compte-rendu de cet ouvrage par André Belter, paru dans Le Monde le 15 mai 1987, on lit ceci. Pardon, alors je n'ai pas mis la citation, je vous la donne rapidement. Nous avons affaire donc à un ouvrage où, je cite, les lois de l'exotisme se trouvent inversées, qu'il s'agisse de la circulation urbaine, des contrats de mariage ou du rôle des bigoudis, les observations les plus banales se voient transcrites dans la langue du dépaysement, etc. Il donne le critique donne des exemples. Alors, comme Tian Yi, lui, écrit en anglais, et à une époque où l'Occident n'est plus pour les Chinois un objet de découverte absolue, on ne saurait y trouver la langue du dépaysement qui caractérise les récits des premiers voyageurs chinois en Occident, mais on peut néanmoins se demander, étant donné leur apparence si chinoise, si l'on n'y retrouve pas un point de vue chinois sur l'Occident qui inverserait le regard que l'Occident a porté dans les récits de voyage sur la Chine. Alors, pour répondre au fameux étudier cette question, je remarquerai tout d'abord que dans son discours, l'auteur assume bien son identité chinoise par rapport à un lectorat qui est autre pour lui. Il emploie en effet les pronoms we, us, our, ou les adjectifs possessifs pour renvoyer aux Chinois par opposition à des you, your, pour renvoyer à son lectorat anglais. J'ai des exemples, mais je ne les donne pas. Il est très conscient aussi de sa différence physique par rapport aux Européens et surtout de l'effet que produit son apparence étrangère, pour ne pas dire étrange. Par exemple, they look surprised at my foreign appearance, I met many looks of surprise, etc. Notamment sur les enfants, à une époque où il n'est pas encore fréquent de rencontrer des Chinois dans les rues des villes ou des campagnes. Dans The Silent Traveler in London, par exemple, il note que les enfants se moquent de lui, lui qui apparaît comme one with a flat face and almond eyes, et qu'ils le suivent en chantant Chin Chin Chinaman. Enfin, je ne sais pas comment ça se chante, mais c'est une chanson qui vient d'un film éponyme, d'une pièce de théâtre aussi de l'époque. Et il lui jette même parfois des cailloux. Donc, vous voyez, ça va même très loin. Tian Yi fait état aussi des préjugés qui règnent en son temps à l'égard des Chinois et qu'il dit bien connaître pour avoir lu à la School of Oriental Studies beaucoup de récits de voyage, de voyageurs occidentaux en Chine. Alors, ces images, bon, c'est celles, vous les connaissez, des Chinois fourbes, cruels, énigmatiques. C'est la grande époque, surtout dans le monde anglo-saxon, de la série, par exemple, des Fu Manchu. Voilà, c'est terrible. Fu Manchu qui veut dominer le monde. Bon. Alors, enfin, il ne se prive pas de mentionner même des discriminations dont sont encore victimes les Chinois en son époque, comme par exemple dans son livre sur Oxford, où il mentionne qu'à un moment, il visite Trinity College et qu'il n'y entre pas parce que les Chinois, ou plutôt les Orientals, n'y sont pas admis. Alors, mais de toutes ces marques de mépris ou de rejet, Tian Yi ne tire aucune conclusion générale sur le racisme européen. Il rit avec ceux qui se moquent de lui, il s'amuse des expressions dont usent les Anglais pour parler des Chinois, en se désignant parfois lui-même de la sorte. Il dit moi avec ma face plate, etc. Voilà. Il se reconnaît comme normal qu'un enfant puisse s'effrayer d'un visage inconnu. Et s'il admet que certains préjugés peuvent être fondés sur des faits réels, il remarque qu'ils ne doivent pas être généralisés. Mais s'il reconnaît l'exotisme des Chinois pour les Européens, Tian Yi n'avait jamais la perspective, en offrant une représentation des Européens et de leur pays comme l'autre de la Chine et des Chinois, et en portant un regard condescendant sur eux. Tout d'abord, c'est parce que le voyageur chinois se refuse à parler au nom des Chinois et à procéder à des généralisations telles celles dont il est victime, mais qu'il juge abusives. Au contraire, il revendique le caractère tout personnel de ces impressions qui, dit-il, are not Chinese in any typical sense, they are the personal impressions of one Chinese, not all Chinese.
C'est dans la préface de son livre Silent Traveler in Edinburgh. J'aurais d'autres citations à donner, je les donne ici, mais je ne peux pas les lire. Ensuite, Yang Yi se refuse à proposer un tableau général d'un pays et de ses habitants, avec, comme on les trouve dans les récits de voyage, sa géographie, son histoire, son organisation politique et sociale, ses us et coutumes, etc. C'est aussi en cela qu'il peut se qualifier de voyageur silencieux, comme il le dit, à la différence de nombreux, je vous laisse lire la citation, de nombreux voyageurs occidentaux qui ont écrit sur la Chine sans y être restés plus que quelques mois, encore il est généreux en disant quelques mois, et qui ont leur avis sur toutes les questions, qui présentent la Chine sous tous ses aspects. Donc lui prétend ne rien savoir sur la politique et sur tas d'autres grands sujets comme l'histoire, la philosophie, la religion, qui sont bien au-delà de lui. Asgold, enfin ça se rapporte à une anecdote qui rapporte la chinoise. Alors en cela, il entend se distinguer des récits de voyage occidentaux en Chine, mais aussi des récits des voyageurs chinois en Occident, qui sont très souvent organisés par chapitres thématiques traitant de grandes questions générales et qui ont été écrits d'ailleurs parmi les premiers justement pour fournir des informations qui sont très, très érudites. Alors, on pourrait néanmoins penser que cela tient au fait qu'il écrit en anglais, donc pour un public anglophone a priori, à qui il ne saurait rien apprendre sur lui-même ou sur son pays. Mais je voudrais là encore mettre cela en perspective par rapport à un autre récit de voyage qui est paru quelque temps auparavant, qui a été écrit par un Chinois. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas son nom en chinois, mais il signe Mi Chien Chiu, enfin T-Y-A-U, parce qu'on voit mal le nom là. Il y a une étiquette sur l'image que j'ai prise sur Internet. Ce Chinois, donc, qui a vécu passer 7 années à Londres, a écrit un livre au terme de ces 7 années, ça a été publié en 1920, London Through Chinese Eyes, or My 7.5 Years in London. Alors, dans cet ouvrage, je ne vais pas beaucoup le développer, mais enfin, je vais en parler en quelques mots, on a affaire à un véritable essai sur tous les aspects de la vie sociale et politique anglaise, la famille, l'enseignement, le droit, etc. Et l'auteur consacre même un chapitre aux English Characteristics, c'est le titre de son chapitre, un titre de chapitre qui fait écho à un fameux ouvrage d'un occidental en Chine, très connu à l'époque, traduit en français, Chinese Characteristics de Arthur Smith, et qui est considéré comme un des ouvrages représentatifs, on va dire, de l'orientalisme, de la vision qu'on a à l'époque de la Chine et des Chinois. Alors, Tian Yi a connu cet ouvrage de son compatriote Thio, parce qu'il le cite à un moment, enfin il fait une allusion dans Silent Traveler in London, mais on peut penser qu'il lui a plus servi de repoussoir que de modèle. En effet, il a divisé son propre ouvrage sur Londres en 2 parties, dont une première est consacrée à des London scenes, à savoir des déambulations, des promenades qu'il a souvent faites dans Londres, au bord de la Tamise, à St. James Park, à Kew Gardens, etc., toujours dans des lieux naturels, on y reviendra. Mais il consacre une deuxième partie à des aspects de la vie londonienne, ça s'appelle London Life, où on retrouve des sujets apparemment assez généraux, comme les enfants, les statuts, la nourriture, mais où ces sujets ne sont jamais traités comme des grandes généralités, avec des affirmations catégoriques, essentialisantes, etc. On a affaire toujours à des très petites anecdotes dont on ne peut rien dégager de significatif ou de général. Et dans cet ouvrage sur Londres, comme dans tous ces autres récits, Tian Yi effectue bien par ailleurs de nombreuses comparaisons entre ce qu'il observe et son pays, mais ce n'est jamais, à la différence là encore de ses compatriotes qui écrivent sur l'Occident, pour en souligner l'étrangeté, la curiosité, la singularité par rapport à ce qui lui serait familier, la Chine, mais c'est toujours au contraire pour montrer les ressemblances. Alors, il en prévient ses lecteurs dans ses préfaces, parce que ceci a souvent été noté et mal compris. Par exemple, je n'ai pas mis toutes les citations, mais il dit The thing that has most interested me during my silent travels is the common element between the legends and habits of my country and those of other islands, etc.
Alors à chaque fois qu'il fait une notation sur ces petites choses qu'il remarque, qu'il commente sur un détail vestimentaire, un comportement, etc., qu'il a observé, il rapporte donc une légende, une histoire chinoise, un souvenir de son enfance, et le texte continuellement donc aussi entre ce qu'il voit en Angleterre, à Londres, à Dublin, etc., ou bien et ce qui est la réalité de la Chine de son enfance. Donc on a un constant glissement de l'Angleterre ou des autres pays visités vers la Chine de son passé. Donc une sorte aussi de déplacement temporel, puisque cette Chine, peu à peu, il ne la reverra pas avant 40 ans, plus de 40 ans. Donc c'est vraiment une Chine de l'enfance, de la jeunesse. Mais par ailleurs, si on a énormément, à travers ces comparaisons de développement sur la Chine et sur la culture chinoise, ils n'ont pas du tout pour but de faire connaître la Chine dans son ensemble et de proposer un contre-discours par rapport aux généralités des voyageurs occidentaux qui ont écrit sur la Chine. Au contraire, la Chine qu'il évoque est une Chine familière, proche, très ordinaire, on peut dire, où les gens vivent, se nourrissent, se divertissent, exactement comme les Européens. Alors, ce choix de mettre en avant les ressemblances plutôt que les différences, il l'assume parfaitement et se réclame d'un universalisme qui n'est pas l'universalisme européen pour lui, mais qui est l'universalisme de Confucius. Il dit par exemple « I have always had the belief that human nature, as Confucius believed, is the same everywhere ». Alors, ce qui vaut pour la société vaut plus encore pour la nature. Il ne cesse de le répéter, la lune, la pluie, le vent, les brumes, les saisons sont finalement les mêmes en Europe et en Chine, même s'il y a des différences qu'il note cependant. Par exemple, les paysages de montagne et hauts de la région des lacs lui rappellent sans cesse les paysages de Lushan, du Mont Loup, où il a passé son enfance. Je donne ici une citation qui le montre. Et s'il y a des différences, donc elles ne sont pas pour lui importantes. C'est par exemple une vache dans une prairie qu'on ne verrait pas en Chine. Il le remarque, quoique, dit-il, il y a des grandes différences aussi entre la Chine du Sud, où il a vécu, et la Chine du Nord. Alors, cette propension à voir les ressemblances plutôt que les différences et à se sentir partout, car c'est ce qu'il dit aussi régulièrement at home ou chez lui, que ce soit dans la nature ou dans la société, est la marque du regard de Tian Yi, qui a bien conscience, des citations le montreraient là aussi, de se distinguer en cela des autres voyageurs. Si décentrement il y a dans ces récits, c'est donc pas parce qu'il inverse le regard exotique des voyageurs occidentaux, comme l'ont fait certains de ses compatriotes, mais parce qu'il rejette tout exotisme, quel qu'il soit. Dans ces récits, le lecteur ne se découvre pas soi-même comme un autre, ni ne retrouve les représentations de la Chine comme l'autre de l'Occident, mais il est amené à prendre conscience qu'il n'y a pas d'altérité radicale, seulement des différences de surface, et que l'Européen est chinois, tout autant que le Chinois qu'il est anglais ou écossais, ce qui est figuré de manière humoristique par deux de ces illustrations, une où il se montre en écossais avec un kit et une autre où, dans un passage où il développe le caractère très chinois du poète Robert Burns, il montre ce poète dans la vie traditionnelle chinoise. Alors, je n'ai plus le temps, mais je vais résumer quand même parce que ça me paraît important, ce qui était ma dernière partie, et 3 minutes, d'accord. En tout. Alors, bon, tu dis stop quand j'ai dépassé les 3 minutes, à savoir que cette position humaniste, universaliste, qui est celle de Tian Yi, l'amène à une nouvelle écriture du voyage qui refuse là aussi les dichotomies et qui mêle les références aussi bien chinoises que anglaises. Alors j'aurais voulu le montrer par déjà son écriture des paysages. Il décrit énormément des scènes des paysages. Il se rattache par là manifestement et par toutes les citations qu'il fait à la grande tradition chinoise poétique de l'écriture justement des paysages, mais il le montre aussi par ses citations en anglais et de poètes anglais qui sont très nombreuses. Il se rattache aussi à une tradition anglaise, donc du récit de voyage aussi, une tradition anglo-saxonne, du poème et du
récits de voyage poétiques, qui nous renvoient en quelque sorte à ce qu'il y a de plus chinois dans notre tradition, en particulier des auteurs romantiques. Par ailleurs, deuxième point, mais il y en a trois juste, ces textes, je l'ai dit, sont accompagnés de dessins et de peintures, mais ces peintures ne sont pas une illustration du texte, elles sont véritablement... elles retranscrivent selon la tradition chinoise, là aussi de la peinture de paysage, ses émotions à l'égard du texte, à l'égard des scènes, pardon. Il dit « My painting is not realistic but atmospheric », mais il le montre aussi dans énormément de ses commentaires sur l'art chinois, c'est que cette peinture n'est pas spécifiquement chinoise. Il rappelle pour lui cette peinture chinoise et ce qu'elle exprime se retrouve aussi bien chez Turner, je ne choisis pas par hasard, bien sûr, ou chez Corot, pour ce qui est de la peinture française. Par ailleurs, il nous rappelle aussi qu'il n'y a pas une peinture chinoise, mais qu'elle n'a cessé d'évoluer et que l'intégration qu'elle a faite peu à peu de nouvelles techniques occidentales appartiennent aussi à son histoire et que cela vaut pour lui-même aussi, puisque lui-même a peu à peu évolué dans sa représentation des sites européens qu'il a visités. Vous vous rappelez peut-être certaines images que j'ai montrées au début, où parfois on a des paysages très évaporés qui pourraient être aussi bien chinois que anglais, français, etc. Mais d'autres fois, on a des représentations. J'avais souligné à un moment une représentation du pont Alexandre III qu'on reconnaît cependant très bien. Et puis, dernière caractéristique, je m'arrêterai là, c'est le bilinguisme de ces récits. Il écrit en anglais, je l'ai dit, donc il écrit très bien l'anglais, mais il y a du chinois sous la forme des poèmes qui sont calligraphiés, mais il y a aussi dans le texte anglais beaucoup d'expressions chinoises, de proverbes, d'expressions qui sont souvent employées sous forme d'adjectifs parfaitement intégrés au texte anglais parce qu'il est à court de mots, enfin que le vocabulaire anglais ne lui fournit pas le mot qui convient parfaitement à l'émotion ou à ce qu'il veut exprimer. Donc là aussi, il y a un bilinguisme qui fait que ces textes s'adressent autant à des lecteurs chinois qu'à des lecteurs anglais, et des lecteurs anglais qui l'amènent peu à peu à élargir leur vocabulaire, leurs connaissances. Et puis il en va de même donc, pour les poèmes, je ne vais pas développer cela. Donc je dirais simplement en conclusion qu'en refusant de se voir assigner une identité chinoise en tant que... non, pardon, c'était pas ça. Oui, pardon, mais c'est parce que ça renvoie à un passage que je n'ai pas lu, mais en refusant de se voir assigner une identité chinoise en tant qu'artiste et de parler au nom des Chinois, en refusant aussi les discours généralisants et l'érudition, en s'intéressant seulement aux choses insignifiantes et à ce qui, aussi bien dans l'homme que dans la nature, est, selon lui, universel, enfin en recourant à des moyens d'expression, à la fois littéraires et picturaux, qui relèvent tout autant de sa culture chinoise d'origine que de la culture occidentale. Tian Yi déjoue les pièges de l'exotisme qui est fondé sur des dichotomies comme Chine-Occident, ici ailleurs, nous les autres, etc. À voir cependant la manière dont on continue à présenter ces récits de voyage dans des éditions récentes comme celle-ci, on peut se demander si Le Voyageur silencieux a bien été entendu. En effet, donc, sur la couverture de cette réédition de The Silent Traveler in London, ici, sur le bord vertical, on a écrit ce que j'ai reporté en bas, Exotic London and Londoners, the great city of the 30s, through the eyes of a Chinese observer.